Salut Jean-François, comment tu Euh, vas? Salut Maurice, ça va bien? Et toi? Ah ouais, bah écoute, je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Pour la petite histoire, ça fait un petit moment qu'on se suit respectivement sur LinkedIn et on avait pas mal discuté ensemble. On a enregistré un épisode de podcast sur ton podcast il y a pas longtemps. Et en fait, j'avais envie de t'inviter aussi sur le mien parce que tu as énormément de choses que j'apprécie. Euh, tu partages énormément de choses que j'apprécie. Tu as des valeurs qui sont très chères aussi pour moi. Et je pense que tu as beaucoup de valeurs à partager aussi à ceux qui vont nous écouter aujourd'hui. Donc merci d'être là avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup de m'inviter à ton tour. Je suis ravi d'être là, vraiment. Comme tu le dis si bien, on porte des valeurs communes, on a aussi des parcours aussi un Oui, peu communs, hein. Donc, ouais. on a des discussions en prévision qui peuvent s'étirer jusqu'à tard dans la nuit. Exactement, exactement. Peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Jean-François Laurent, j'ai 41 ans. J'habite à Lille depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Une ville que je ne quitterai pour rien au monde. Les meilleurs savent pourquoi. C'est la meilleure ville de France. J'allais dire on n'a pas le soleil, mais regarde aujourd'hui, c'est le cas. Très belle ville, très heureux, marié à une femme italienne que j'aime de tout mon cœur. Et ce job de coach qui me passionne vraiment. Hmm, Je l'ai découvert par passion et aujourd'hui je le pratique vraiment par conviction. hmm, C'est un métier qui occupe, j'allais dire, mon esprit 100% de mon temps, presque à hmm, l'obsession, pour ne pas te le cacher. hmm, Et je le pratique depuis 2017. Je suis coach certifié RNCP pour la mention hmm, légale. Voilà, ça c'est fait. Et surtout, j'ai une vraie casquette de sparring partner hmm. parce que j'ai Intéressant. un parcours dans le monde de la tech et des startups où j'ai accompagné pendant un peu plus de 5 ans, quasi 6 ans, ouais, un CEO et fondateur. Et Ok, en tant que sparring, ça parle pas à tout le monde. Un sparring, c'est quoi? C'est le coach personnel H24 du ok. CEO. On va surtout permettre de tirer le fil de la pensée, tu vois, de la Hmm, personne que tu accompagnes, du fondateur, du CEO, et tu agis presque comme un miroir, comme un hmm. révélateur. Donc ça, c'est Intéressant. vraiment ce qui fait le sel de mon métier aujourd'hui. Et j'ai un parcours aussi qu'on qualifie souvent d'atypique. Mon premier métier, mon métier passion, c'était celui d'animateur radio Ah ouais, ok. Je sais quand pas. j'avais 20 ans. Hmm, J'en ai 40 aujourd'hui, tu vois, tu coupes la hmm. poire en deux à 20 ans. J'étais animateur radio. J'ai bossé pour des radios nationales comme Europe 2. Je suis passé par Radio France aussi, et puis des radios Hmm. locales dans le nord de la France. Génial. Et ce métier, au fil du temps, je trouvais qu'il perdait un peu de cette liberté, moi que j'adorais dans les années 90, hein, grande période Qu'est-ce que des tu radios faisais? libres. Qu'est-ce que tu faisais exactement comme Alors animation j'étais, d'émission? ouais, alors j'étais animateur sur des créneaux dits musicaux, donc D'accord. je parlais vraiment de musique, et puis j'avais aussi des créneaux de libre antenne. Hmm. Intéressant. Euh, C'était vraiment mon dada. Déjà à l'époque, j'étais coach, mais je ne le savais pas, puisque mon truc, Hmm. c'était de discuter avec les gens, de les Hmm. questionner, de savoir finalement ce qui se cachait derrière leurs problématiques du quotidien. Donc, ouais, j'étais coach finalement très tôt, tu vois, dans ma carrière, grâce à ce métier qui était vraiment une passion. Et puis, la liberté, comme je trouvais qu'on la perdait un peu au fil du temps. La radio que j'ai écoutée étant ado, c'était plus vraiment celle que je pratiquais en Hmm. tant qu'animateur. Je suis parti vers un autre amour. J'avais une passion pour le graphisme. Et donc, je suis devenu graphiste en freelance pendant quelques années. Je faisais beaucoup d'affiches de concerts, je faisais aussi du web, j'ai fait pas mal de choses. Hmm. Et puis, un jour, j'explique à une de mes amies qui était euh, un poste à responsabilité dans le monde de l'intérim. Je lui dis, écoute, socialement, c'est un peu compliqué, je m'ennuie, j'ai que mon Mac en face de moi toute la journée, alors que mon business tournait plutôt pas mal.
Hmm. Elle me dit, bah, si tu veux, je te fais rentrer dans un grand groupe français, je ne veux pas citer la marque, hein, pour une petite mission d'été, de 2 mois. Tu verras, ça sera quelque chose qui te fera du bien. Ok, je passe le test d'entrée. Je ne connais rien à ce que j'ai à vendre, mais je Hmm. fais beaucoup rire le manager. Et le manager Mhm. me dit, c'est sûr, avec toi, ça va fitter, tu vas percuter, et c'est que 2 mois. Je rentre dans ce grand groupe en tant que chatter sur le site internet. Hmm. Et 5 ans plus tard, je deviens directeur de la BU digitale de ce grand groupe. Incroyable. Je me suis pris au jeu, tu vois. Incroyable. Donc je suis rentré, enfin, j'allais dire, je suis rentré pour sortir très vite, et finalement, tu vois, Hmm. ça a mis un temps fou. Et oui, oui, j'ai adoré cette période où j'ai vraiment gravi les échelons. C'était hyper sympa à voir. Parfois, il y a eu des moments un peu durs, hein, comme quand tu accèdes à des responsabilités. Mais je manageais à peu près 50, 60 personnes. Et, Waouh, super. euh, et c'était mon vrai premier job de vrai manager, vraiment mob du codir, etc. J'étais finalement assez jeune, hein, j'avais quoi, Hmm. à peu près 30 ans. Et j'ai vraiment fait mes armes sur le tas, pour le coup. T'as gravi vraiment les échelons petit à petit, fait grossir en fait tes compétences, ton leadership, etc. C'est génial. Mais totalement, tu vois, ça s'est fait vraiment Hmm. step by step. Je me suis même un peu laissé porter. Je suis Hmm. assez friand, tu vois, de l'idée de se dire à un moment donné, laisser la vie faire un peu. Euh, Hmm. Intéressant. Faites bien le taf, mais la vie s'occupera des détails. Voilà, il y a un côté un peu comme ça J'aime que beaucoup j'aime cette beaucoup. idée. Hmm. Et tu vois, un jour, je suis envoyé à San Francisco pour assister à un workshop d'un des éditeurs de logiciels qu'on utilisait au sein de mon équipe. Et bah, expérience de dingue, hein. San Francisco, tu débarques là-bas, ville incroyable. Et j'ai un vrai coup de cœur professionnel pour le CEO de cette boîte. Et le coup de cœur est respectif. Et un jour, enfin, il me dit un jour, tu sais, je crois qu'on bossera ensemble. Ça en reste Ok. là. On continue à utiliser sa solution au quotidien avec mes équipes. Et puis, mon téléphone sonne, genre 2 ans plus tard, et il me dit, c'est moi, je suis pas loin de chez toi, je suis au resto, est-ce que tu veux me rejoindre pour le dessert? Je le Hmm. rejoins, il me tend un contrat, et je commence à bosser chez eux. Et c'est là Incroyable. où je suis devenu, tu vois, sales et marketing lead, et Ok. ensuite son sparring. Intéressant. Waouh. Super histoire. Donc, j'aime beaucoup dans ton histoire ce que tu partages, cette idée de un peu surfer sur la vague. Tu sais, cette idée de la vie va faire aussi en sorte que j'arrive à bonne destination. Et en même temps, je suis en mouvement, je suis curieux, je joue avec ça. Je suis pas non plus dans une posture d'attente à ce que les choses viennent, mais je me laisse un peu porter par ce qui est là, et je m'amuse et je vois où ça me mène. Et au final, ça t'amène aujourd'hui dans un métier que tu adores, un métier de passion, le métier de coach, de sparring. Merci d'avoir précisé ce que c'est d'ailleurs, parce que c'est pas tout à fait clair pour tout le monde. Euh, donc, est-ce que t'es devenu coach presque par hasard en fait? Euh, c'est une bonne question, en fait, que tu me poses, parce que j'ai toujours pas la réponse, si c'est le fruit du hasard ou pas. Y a-t-il vraiment un hasard? C'est la vraie question. Je ne pense Ouais. pas. Mais tu t'es laissé porter presque en fait. Ouais, et je reviens à ton image, tu vois, de surfer sur la vague parce que c'est vraiment ça. Il y a eu des moments qui ont été durs. Je me rappelle d'un moment de ma carrière où j'étais directeur de cette BU, là, dans ce grand groupe. Euh, il y a eu un moment où j'étais malheureux, où je me sentais plus à ma place. Et pourtant, tout allait bien. Je me rappelle d'une scène où j'étais dans ma voiture en train de me poser 1000 questions, en train de me dire, mais dans quoi je suis en train de partir? Est-ce que c'est Hmm, moi? Des galères à gérer, mais en même temps, ça me plaît. Et j'ai, entre guillemets, posé l'intention que quelque chose se passe, tu vois. hmm. Et arrivé ensuite ce passage par San Francisco et cette opportunité qui s'est ouverte. Donc, j'ai aussi cette conviction que la vie, à un moment donné, elle, euh, elle fait en sorte que tu puisses faire l'addition de toutes tes compétences. Tu sais que tu as Hmm. été chercher en chemin et tu te dis,
ok, j'ai compris, c'était pour ça. Il y a un côté presque un peu spirituel là-dedans. C'est Hmm. pas ce vers quoi j'ai envie d'engager mon propos, c'est pas le truc, mais plutôt de se dire, ok, peut-être que là, à l'instant T, vous n'êtes pas au top dans, de votre sérénité, dans votre job, dans votre carrière, dans la direction que prend votre entreprise. Peut-être qu'il faudra pivoter d'une manière ou d'une autre, mais en fait, vous verrez qu'à un moment donné, vous Ouais. allez tout emboîter, qu'il y ait une équation qui va se créer. Ouais. Tu connais le concept du kintsugi? Ça te parle? Oui, 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 mais c'est très beau comme même philosophie, je trouve ça chouette, ouais. Ouais, j'aime beaucoup pour ceux qui connaissent pas cette idée. C'est un art, alors je sais plus, c'est asiatique, je sais pas si c'est japonais, me semble-t-il, ou Je de crois, ouais. céramique, où l'idée c'est de recréer, par exemple, un vase en céramique ou en porcelaine, et en recollant les pièces, utiliser des paillettes d'or pour créer, entre guillemets, relier toutes les pièces cassées. Et ça crée, en fait, c'est vraiment une œuvre d'art derrière. Et je trouve que c'est une belle métaphore de la vie aussi, pour montrer que finalement, tous nos challenges qu'on a, toutes nos difficultés, à un moment donné, on arrive à les transmuter et à les intégrer comme une force. Et que souvent, nos plus gros challenges, ça devient nos plus grandes forces à partir du moment où on les voit avec un autre angle et qu'on s'engage aussi pleinement peut-être à aider d'autres personnes qui ont ces challenges-là. Petite dédicace à un de mes clients qui s'appelle Nicolas, qui a créé une méthode. Sa méthode, c'est une méthode Kintsugi, justement, tu vois. Et il bosse avec des dirigeants là-dessus. Je trouve que la métaphore est belle et c'est ce que tu dis aussi. Moi, je suis convaincu de ça à fond. Et quand je travaille, tu vois, avec des coachs sur leur positionnement, je leur dis souvent, regardez en fait toutes les ce que vous jugez peut-être comme des erreurs ou des apprentissages que vous avez eus, et c'est sans doute là que vous avez votre place. Je sais pas si ça relie un peu ce que tu Mais penses aussi. complètement, Ouais. complètement. Et je crois que c'est hyper important, tu vois, que tu en parles parce que en France, même dans les sociétés occidentales en général, tu sais, on a tendance à dire, euh, faut pas recoller les morceaux, enfin, faut partir d'un pied un peu nouveau, etc. Mais je pense que c'est oublier une partie de son histoire, tu vois, que de se dire, bon, allez, finalement, on repart à zéro. On repart jamais à zéro. Jamais. Donc, le kintsugi, c'est vraiment ça. C'est euh, ce qui a été brisé. On prend le temps de se pencher, de ramasser les morceaux, de rien oublier. On fait son puzzle et puis on le reconstruit pour le construire d'une manière encore plus belle. Hmm, je suis d'accord avec ça. Donc là, tu arrives, tu commences à bosser en tant que sparring, et en tant que coach avec un dirigeant. Comment ça se passe pour toi, ces débuts? Comment tu le vis? Qu'est-ce qui change dans ton quotidien? Ce qui change dans mon quotidien, c'est que je bosse beaucoup plus. Parce qu'en Hmm, fait, j'ai deux casquettes. Je suis à la fois sales et marketing lead. Donc, ok, je drive le marketing, je drive les sales, je vais signer les contrats, je vais pitcher en plénière, je me déplace beaucoup. Je suis dispo H24 pour le CEO sur du stratégique. Ça peut être est-ce qu'on lève, est-ce qu'on lève pas? Est-ce qu'on a burné un peu, beaucoup, pas du tout, enfin des questions hmm, très, très stratégiques, le recrutement. Et je commence aussi à coacher le soir avec ok, d'autres clients. Le bouche à oreille fait son œuvre, donc j'ai des journées ok. hyper remplies. Tu vois, j'ai de l'opérationnel pur. Je suis Hmm, toujours dans le métier, mais c'est ce qui me permet aussi d'amener vraiment des insights à mon CEO en lui disant, attends, on a bossé là-dessus tous les deux. Par contre, il y a des signaux faibles ou des signaux forts qu'il nous faut utiliser dans la hmm, trajectoire à prendre en compte. Et puis oui, le soir, je commence à coacher. Je commence à coacher vraiment euh, en mode sparring, mais surtout en mode coach. Tu vois, ok, on se donne 6 mois, on définit notre objectif, on y va, on se bouge pour y aller. Et ça ok. m'arrivait de coacher des clients qui étaient mes interlocuteurs la journée. Tu vois. Hmm, intéressant. Donc ça a été assez dense. C'est une transition que j'ai fait de 2017 à 2020 ou 2022. J'ai un petit trou de mémoire. Mais en tout cas, tu vois, j'ai une transition qui a été un peu douce pour arriver au moment où je me suis dit, allez, je fais plus que ça. Je trouve ça super intéressant parce que tu sais, il y a pas mal de coachs qui nous écoutent
Et j'aime beaucoup cette idée de transition progressive, dans le sens où, bah, en fait, créer une activité de coaching, c'est comme créer un business, ça prend du temps. Ça se fait pas en 3 mois top chrono. T'as besoin du temps. Ça peut être, certaines personnes vont y arriver en 6 mois, d'autres, ça sera plutôt 2 ans, d'autres 1 an. Ça dépend pas mal de choses, de ton réseau, de ton niveau d'investissement, de ton temps, etc. Euh, et je trouve que c'est intéressant, en fait, tu vois, ce que tu as fait, c'est que ça a été progressif pour toi. Tu as profité en fait de cette opportunité que tu avais en interne. En même temps, ce que je trouve fantastique, c'est que tu avais des opportunités de rencontrer des gens qui avaient des problèmes et des grands rêves au quotidien dans ton job. Ça t'a amené des clients le soir. Et puis petit à petit, en fait, tu as créé bah, ta confiance en tant que coach, tu as créé ton carnet d'adresses, tu as créé ton carnet de recos, etc. Et tu as su en fait profiter pleinement de cette opportunité pour te lancer. Et je trouve que, tu sais, des fois, on a un peu de vision binaire de je me lance du jour au lendemain, j'arrête tout. Alors qu'en fait, des fois, c'est juste bien d'avoir, tu vois, ce timing aussi pour se faire monter en compétences progressivement, pour avoir des opportunités aussi de rencontrer des gens. Et quelles opportunités tu as quand tu bosses pour une boîte avec, et que tu rencontres beaucoup de gens, tu vois. Donc, je trouve ça génial vraiment que tu aies fait ça. J'avais beaucoup de chance d'accompagner ce CEO qui est aussi devenu un ami hein, au Ouais. fil du temps. Et, euh, et vraiment, c'est pas un petit joueur. Dans le game, c'est un monsieur. Mhm. En quelques années, j'ai pris 20 ans d'expérience aussi à Mhm. ses côtés. Tu vois, en tant que sparring, tu prends, Bien sûr. t'accumules tellement, tu vois, t'ingurgites, t'absorbes beaucoup. Et pour rejoindre ce que tu dis sur le côté transition, euh, je me suis aussi dit, j'ai 40 ans. J'ai pas forcément les codes très réseaux sociaux, même si je viens du marketing. Je suis pas né, tu vois, avec un iPhone dans les mains, comme la génération qui est là aujourd'hui très présente Mhm. sur LinkedIn. Euh, Ça peut fonctionner aujourd'hui de bien communiquer, faire le buzz intelligemment, construire sa notoriété, son autorité et construire son offre, etc. Mais on va pas se mentir, il y a aussi énormément de poudre aux yeux et il y a beaucoup de gens qui sont dans une espèce de galère financière, de souffrance mentale, qui partent dans des programmes, etc. et qui se font laminer par des gens qui recherchent des pigeons, pour être très clair. Mhm. C'est clair. Et le monde du coaching en souffre beaucoup. J'ai beaucoup de consoeurs et de confrères qui se lancent en ayant cette conviction, tu vois, cette envie de bien faire et vraiment de contribuer. J'aime bien ce verbe, tu vois, de contribuer à faire en sorte que le monde tourne un peu plus rond, mais qui très vite se confronte à la vie d'entrepreneur, qui va constituer 70% du temps et de l'engagement d'un coach aujourd'hui pour se faire connaître. Et ce matin, j'avais un call avec un aspirant coach qui m'a contacté via Mhm. LinkedIn pour me dire est-ce que tu peux me donner du temps pour que je te pose des questions. Et un des conseils que je lui donnais, c'était aussi euh, de valider sa zone géographique. Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu te trouves euh, on va dire, à la campagne? Est-ce que tu es en ville? Ça, c'est un truc tout bête, mais c'est à pas négliger. Si aujourd'hui on se lance comme coach, parce qu'il faut networker. C'est pas simplement en publiant que les gens vont venir vers vous en vous disant ah, j'ai vu un de tes posts, ok, je signe. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Donc, pour networker, il faut avoir l'opportunité de pouvoir le faire. Euh, Bouger sur des villes si vous ne pouvez pas, à proximité, avoir des réseaux de networking. Si vous êtes en ville, c'est quand même un peu mieux. Il y a plein de tips qui sont comme ça, finalement, très terre à terre, mais qui sont hyper importants quand on est aspirant coach ou quand on a envie de vraiment créer quelque chose autour du coaching. C'est important aujourd'hui de remettre un Ouais, peu l'église je suis au cœur du d'accord. village. Je suis d'accord. Moi, ce que j'observe, je te rejoins là-dessus, hein, c'est que il y a une espèce de d'aspiration globale de tout le monde sur le personal branding, parce qu'il y a un côté plaisant de se dire que tu peux avoir des clients de n'importe où, que tu peux en plus rester derrière ton écran et parler à personne. Génial quand on est en plus un peu introverti comme beaucoup de coachs, etc. Mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est pas suffisant. Pour certains, ça peut marcher, je dis pas que ça marche pas, mais bien comprendre que le milieu de coaching,
On est coach, c'est un business qui est relationnel. Donc, c'est parler à des vrais gens. Et Complètement. je dis pas que je pense que, moi, je pense que clairement, euh, tu peux ne pas vivre en ville et développer ton activité, mais alors bien utiliser bah, les visios, la messagerie privée, etc. Parler à des gens, parce qu'en fait, moi, je dis souvent, c'est les conversations qui nous rapprochent le plus de nos prochains clients. C'est aller discuter avec des gens. Et Mm. quand on utilise les réseaux sociaux, c'est génial, comme tu disais, pour créer son autorité, pour montrer ce qu'on fait, pour amener des insights aussi aux personnes qui nous suivent. Mais l'objectif reste derrière d'avoir des conversations avec des vraies personnes. Et qu'on peut Complètement. pas juste Après, quand rester je... caché, quoi. Oui, oui, exact. Mais quand tu sais, quand je dis, je prends le... C'est peut-être un truc un peu excessif quand je parle de vous devez vivre en ville pour réussir. Euh, c'est juste pour dire que si vous êtes coach, ce qui va vraiment faire en sorte de vous lancer de base, c'est le relationnel, c'est du human to human, quoi. Ouais. Vraiment. Donc, passez-en par là. Et Est-ce que euh, tu pourrais nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi donc, quand tu avais ton premier contrat qui était avec enfin, ancien boss, mais comment ça s'est passé aussi, toi, comment est-ce que quand tu as lancé ton activité, comment ça s'est passé concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place? ce que j'ai mis en place, j'ai passé beaucoup de coups de fil. J'ai passé beaucoup de Ok. coups de fil. J'ai envoyé aussi pas mal de mails, de messages au réseau existant, tu vois, ne serait-ce que pour dire, voilà ce que je fais aujourd'hui. Tu m'as connu comme ça, je fais ça aujourd'hui. Si ça t'intéresse, on en discute. Et puis, pense à moi si quelqu'un dans ton Hmm. réseau est intéressé. Et puis LinkedIn, c'est aussi un vecteur incroyable. Je suis pas en train de jouer le boomer en disant LinkedIn, ça ne marche pas, non, c'est trop nul, n'y allez pas. J'y publie tous les jours. J'y publie tous Hmm. les jours depuis quasi 2 ans. J'avais un LinkedIn historique en tant que sales et marketing lead, en tant que collaborateur, mais j'en ai vraiment fait une page dédiée sur qui je suis, mon activité, mes valeurs, etc. Et en fait, ça fonctionne quand tu comprends que c'est surtout un vecteur de... Ça va créer des conversations. Euh, Hmm. L'objectif, c'est quoi? C'est je poste, j'allais dire, avec le cœur. Je poste sur des choses vraiment qui me parlent et je cherche à apporter de la valeur. Aussi en étant différenciant. Voilà, comment je Hmm. suis authentique dans ma com. Derrière, j'ai des gens qui viennent liker, qui viennent commenter. Tu vois, c'est exactement comme on a procédé nous. Hmm. Soit c'est simplement des belles conversations qui vont naître. J'ai même des amitiés qui sont nées, tu vois, Hmm. professionnelles, comme des vraies amitiés Hmm. plus au sens plus classique, des partenariats, et puis aussi des gens qui, à un moment donné, s'ouvrent en disant ouais, j'ai telle difficulté, le poste que tu as rédigé, ça me parle beaucoup, ok, on s'en parle. Et ensuite, moi, j'arrive pas avec mes gros sabots en disant ok, alors, ton problème c'est ça, ma méthode sur mesure c'est ça. Non, c'est ok, on se prend un rendez-vous, on en parle, on se fait déjà un premier coaching. Et après, si tu sens que pour toi, il y a quelque chose qui match entre finalement toi et moi, eh ben, on peut y travailler ensemble. C'est quelque Hmm. chose de très naturel. Sur LinkedIn, ça fonctionne très bien et sur d'autres réseaux aussi. Mais moi, aujourd'hui, je pratique que sur LinkedIn. Hmm. J'aime beaucoup ce que tu partages, cette idée en fait, d'y aller sans arrière-pensée, d'aller discuter avec les gens et s'intéresser à eux, s'intéresser à des synergies possibles, leur apporter de la valeur. Et j'aime beaucoup aussi cette idée, si on sent que il y a peut-être un besoin, une envie, inviter à une session de coaching et donner une belle expérience de coaching, parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau que faire goûter par l'expérience. Euh, ce matin, j'avais un de mes clients qui me disait, j'ai offert une séance de coaching sportif à une de mes voisines, elle vient de signer pour 6 mois. Et j'ai dit, bah, génial, c'est exactement ça. Ce week-end, j'étais sur le marché en train d'attendre pour acheter des olives. On me fait goûter l'ail confit. J'ai envie d'en acheter. C'est pareil en Mm. fait. Tu vois, et je pense que le coaching, c'est quelque chose qui est nébuleux pour beaucoup de gens parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et il y a un de mes mentors que j'aime beaucoup, Steve Chandler, qui dit, ne vendez pas le coaching, vendez l'expérience du coaching. C'est exactement ça. Et je trouve qu'on a tous des prétextes au quotidien pour rencontrer des gens qui
ont tous des grands rêves, ont tous des problèmes. Quand vous pouvez leur être utile, leur apporter de la valeur, faites-le. Et si certains vous sentez qui sont réceptifs, invitez-les à une séance de coaching. C'est ça qui rapproche des premiers clients. Et je trouve que tu as eu une approche, toi, quand tu t'es lancé, qui était très pragmatique. C'est de se dire, OK, j'ai un réseau existant, je vais contacter ces gens. Coucou, j'existe. En même temps, bah, est-ce que vous avez peut-être des challenges? Si oui, peut-être que je peux vous aider. Tu as commencé à te rendre visible aussi sur une plateforme et ça t'a amené des opportunités. Donc, je trouve que c'est génial de voir aussi, toi, une expérience comme la tienne de terrain et qui change un peu de, tu vois, de toutes les réussites qu'on pourrait voir entre guillemets, ces derniers temps où c'est, ah bah, en fait, j'ai publié sur Instagram, j'ai fait que ça. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu plein de clients, tu vois. Ça, je trouve que c'est important de voir aussi des visions comme la tienne. Et ça s'est pas fait sans galère, hein. Tu Bien vois, sûr. sur la communication, j'ai pivoté beaucoup de fois en fait dans ma manière de communiquer, de me positionner, parce que, et ça, je pense que c'est un des vrais pièges, tu vois, des réseaux, c'est que parfois j'étais comme embrigadé dans ce que je pouvais lire dans mon feed. Tu vois, j'étais un peu Intéressant. comme, tu vois, tu te fais aspirer par des espèces de trends, et au final, tu te retrouves à traiter des sujets où tu te dis, mais pourquoi je traite ça en fait? Pourquoi j'ai rédigé un truc là-dessus? Les Un gens exemple comprennent plus qui. particulier? Ah, je pourrais en avoir plein, mais là, comme ça, j'en vois pas particulièrement, mais ça m'arrivait plusieurs fois, tu vois, Ok. mais t'as plein de. Tu sais, en journalisme, on parle de marronniers pour les sujets qui Hmm. sont vraiment hyper récurrents, et t'en as plein sur LinkedIn. L'échec, la relation à l'âge, je suis trop vieux, je suis trop jeune, Hmm. toutes ces choses-là. Et parfois, je les traitais et je me disais, ouais, en plus, tu prends un peu des raccourcis, t'es trop dans un copywriting attendu, t'es pas différenciant et surtout, t'es pas toi. Et moi, j'ai une vraie. Une, comment je peux dire ça? J'ai un vrai maître étalon à chaque post que j'écris. Quand je l'écris, quand je me le répète, je me pose une seule question. Je me dis, est-ce que ce post est profondément utile? J'adore. Si je me dis, il est un peu utile ou moyennement utile, je vais le retravailler. Si je me dis, ça sonne creux et finalement, ça touche pas les personnes que j'ai envie de toucher, et même sur un côté très tofu, très large, c'est pas très profond, je passe à autre chose. Mais quand je me dis, ouais, là, il y a un vrai truc, c'est vraiment utile, ok, voilà. Pour moi, c'est vraiment ça la métrique. Est-ce que Intéressant. c'est utile? Très- juste pour info, pour ceux qui découvrent, tofu, on parle pas du régime alimentaire de Jean-François, mais on Oui, c'est parle vrai. de stop of funnel, c'est des anglicismes des gens comme nous qui travaillent en start-up notamment, c'est des postes qui sont généralistes, quoi. Mis à part ça, je voulais revenir sur un truc. Je sens que pour toi, le côté, ton unicité est quelque chose de très important. Et ça se sent, tu as envie de te sentir pleinement aligné avec ce que tu partages, avec ce que tu fais. Je me demandais comment est-ce que tu as trouvé du coup ton positionnement un peu unique, ton unicité en tant que coach. Comment est-ce que ça s'est fait? Tu m'as dit que ça s'est fait un peu par tâtonnement, tu as testé des choses. Si tu pouvais nous en parler, je pense que ça serait intéressant. J'ai envie de te dire, je continue encore. Je continue encore dans le sens où je crois que c'est quelque chose, tu vois, cette unicité, justement, tu la trouves à partir du moment où tu cherches pas vraiment. Hmm, Euh, Tu vois, tu vas mettre des éléments qui vont être importants. Tu vas bosser sur tes valeurs. Euh, j'ai une valeur que j'aime beaucoup qui est la bienveillance, mais pas complaisante. hmm, Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une ère où on bascule, en fait, dans une bienveillance qui est tellement excessive qu'elle devient hyper complaisante. hmm, Et je suis un peu en rébellion contre ça, par exemple. La liberté, c'est un grand classique quand tu es entrepreneur. La liberté, c'est fondamental. Le partage, la connexion, c'est des choses qui, voilà, font partie de mon socle. Mais finalement, c'est par l'itération hmm. que je me trouve. C'est par l'écriture. J'écris énormément. Je prends énormément de notes tout le temps.
Et juste avant de t'avoir, pour l'enregistrement de ce podcast, j'écrivais sur le côté obsessionnel de l'entrepreneuriat. Euh, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on entreprend et surtout quand on a envie de porter une vision, ce que j'ai vraiment envie de faire, hein, en disant que pour moi les entrepreneurs sont les vrais leaders de notre temps, c'est ceux qui vont Hmm, faire en sorte que le monde tourne un peu plus rond. Et bah pour incarner des visions, il faut être prêt à cette obsession. Comme un prodige, les prodiges, on le sait, c'est 10 000 heures de boulot. C'est démontré, c'est hmm, pas une histoire de don. Et donc, un entrepreneur, il doit devenir un prodige pour aussi devenir leader d'opinion. On en parle beaucoup aujourd'hui. ouais. Mathieu Bernard, notre ami commun, en parle Hmm, très très bien. Et il y a vraiment quelque chose de ce goût-là. Donc, plutôt que de chercher à trouver sa vision, sa mission, j'aime bien dire que euh, faites en sorte de la construire jour après jour et surtout en étant euh, attentif, vigilant à ce que les autres vont vous aider à comprendre. Parce que une vision, ce qui fait du sens, ça n'a de sens qu'à partir du moment où ça fait écho chez l'autre. hmm, Une vision pour une vision, où vous dites que c'est un truc de dingue, mais ça trouve pas d'écho chez l'autre, et finalement personne ne vous renvoie que ouais, c'est un truc de dingue, ça va vraiment faire bouger les mentalités, etc. Mais en fait, ça vous remplit pas. Tu vois, hmm. ça fait pas le job. Donc, c'est vraiment un travail constant comme ça. Et puis, bah, c'est ouais, c'est cette histoire un peu d'entonnoir où finalement, on va chercher un point très très fin à la fin des fins, tu vois. Hmm. Amen. Je dis amen en me marrant parce que je suis totalement en phase avec toi et merci pour partager ça parce que j'observe chez beaucoup de coachs entrepreneurs que, tu sais, il y a un peu une tendance à l'introspection, au travail des valeurs, au travail de la vision. Il y a énormément de vertus à faire ça pour donner une première direction, mais j'observe beaucoup de gens qui se noient là-dedans et qui pensent qu'ils vont avoir le truc parfait tout de suite, et dès qu'il y a encore un truc qui est pas totalement ça, en fait, ils se disent, ah non, mais en fait, mes valeurs sont pas claires, ah non, mais en fait, ma vision est pas encore claire. Et en fait, pendant 2 ans, ils travaillent leur offre parfaite, leur positionnement parfaite, leur vision parfaite. En fait, au bout d'un moment, en fait, ils sont en train de se noyer eux-mêmes dans ce travail introspectif. Alors que pour moi, comme tu disais, il n'y a pas plus grande valeur que le passage à l'action pour avoir plus de clarté sur ce qu'on fait, pour voir, et ça, je trouve que c'est génial que tu en parles, que est-ce que ce que je veux faire, ma vision, mon positionnement, fait écho à l'autre? Parce qu'en tant que coach, on bosse avec des gens. Et si je suis passionné par un truc ou j'ai un positionnement, je suis le seul à comprendre, mais je vais aider personne en fait. Et donc, Oui. pour moi, un des conseils que je donne souvent, c'est en fait, à partir du moment où tu places ton attention sur l'autre, comment est-ce que je peux lui être utile et lui apporter de la valeur, tu verras que tu n'as plus de problème de positionnement, de client idéal, de machin truc. Le problème, c'est souvent, et moi je suis passé par là aussi, je pense qu'on est beaucoup de coachs à faire beaucoup d'introspection, beaucoup réfléchir, etc. Mais des fois, au bout d'un moment, on ne sait pas vraiment parce qu'on a trois options devant nous. Et en fait, on ne peut pas trancher parce qu'on n'a pas assez d'infos, on ne sait pas, on n'a pas assez d'expérience. Donc, le meilleur moyen d'avoir de la clarté, c'est de se dire, OK, je vais sur le terrain, je vais commencer à aider des gens. Et en fait, ça va se faire tout seul. Et je trouve que c'est ultra puissant d'entendre un discours comme le tien. Et je pense que c'est aussi parce que tu as un background comme moi en start-up. Et cette itération-là, elle a énormément de valeur. Et c'est, je trouve, ce qui manque à beaucoup de coachs, entre guillemets, c'est ce côté, avant d'être coach, je suis aussi un entrepreneur, j'apprends en faisant sur le terrain. J'apprends aussi, j'ai beaucoup aimé cette référence à 10 000 heures d'itération pour devenir bon. Moi, je prends souvent cette image de si tu veux être bon en golf, bah, il faut aller taper des balles tous les jours. C'est pas en réfléchissant, ah, j'ai un blocage là-dessus pendant 10 ans. Oui, des fois, on se raconte des histoires, on a des pensées qui sont pas utiles pour nous, des pensées parasites. Bien sûr, mais des fois, on a juste besoin des fois d'aller sur le terrain et d'avancer, et travailler son art.
développer ses compétences. Donc, merci de parler de ça et moi, je crois beaucoup à cette idée de trouver aussi son positionnement sur le terrain. Je trouve que c'est important. C'est une nuance qui est importante parce que l'introspection, elle est nécessaire. Bien On est évidemment d'accord. que faire ce travail de j'en suis où de mon estime de moi, j'en suis où de ma confiance, j'en suis où de ma gestion des émotions, etc. Mais ça peut même se faire en faisant tes itérations. En fait, Bien justement, sûr. t'as de la matière pour travailler. Tu vois, tu as des signaux forts, des signaux faibles. L'introspection, elle est indispensable pour se sentir stable sur ses appuis. Au démarrage, c'est On bien. est d'accord. Euh, pour moi, là où il y a un risque, c'est quand le coach s'improvise psy euh, Hmm. et où en fait on est tellement dans une introspection un peu, tu vois, je dirais adossé comme ça ou accoudé à un comptoir, que bah, le coach n'a pas l'expertise nécessaire, tu vois, pour Hmm. mener cette introspection à bien. Donc il y a vraiment un vrai sujet là-dessus. L'introspection, elle doit toujours être synonyme, comme tu le dis, tu vois, d'action. Le Hmm. coach, il travaille sur le temps présent et pour du futur proche qu'on va venir tester. Et ça nous ramène aussi à la légitimité de notre question, là, cet échange qu'on a à ce moment précis de ce podcast. Parce qu'en Hmm. fait, ce moment où tu vas chercher à, tu le disais pendant 2 ans, offre parfaite, vision parfaite, ok, mes valeurs, elles sont nickel, bah, tout ça, c'est de l'évitement. C'est de l'évitement On est parce que d'accord. tu te sens pas pleinement légitime. Et il y a un petit syndrome de l'imposteur bah, qui est dans un coin de ta tête. Tu as cette petite voix qui te dit, mais je suis qui pour, tu vois, je suis qui pour parler de ça finalement. Hmm. Et soit tu te retrouves à procrastiner, tu vois, tu peux te dire, allez, aujourd'hui, je vais bosser sur ça, c'est hyper important. Puis 10 minutes après, tu es en train de plier ton linge, tu vois, c'est une petite fuite comme ça en avant. Ou alors Hmm. tu surprépares, c'est ce que tu disais, hein. La Hmm. surpréparation, c'est avant de d'écrire mon premier post, bah, comment ça va se passer? Je fais une première V1, ok, elle est nickel, je me la mets de côté, je me la relis demain. Le lendemain, je la relis. Finalement, elle est complètement naze. Poubelle, je la réécris. Et ainsi de suite. Donc, Hmm. la légitimité, le syndrome de l'imposteur, il est beaucoup derrière ce que tu décris, cette quête de Exactement. perfection. Comment, je sais que c'est un sujet qui est important pour toi, sur lequel tu as accompagné pas mal de gens. Et je pense qu'on a tous, à un moment donné, on est tous confrontés en tant qu'entrepreneur, en tant que coach à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu fais avec peut-être un entrepreneur? Qu'est-ce que tu lui amènes comme réflexion quand il a un syndrome de l'imposteur? Comment est-ce que tu gères ça avec lui? Déjà, il y a cette reconnaissance du cycle. Tu vois, j'en parlais un peu là sur ce côté procrastination sur préparation. Hmm. Euh, c'est assez connu, le cercle de l'imposture. Si vous cherchez sur Google, vous allez trouver des schémas qui sont représentatifs. Et puis aussi sur LinkedIn, je l'ai partagé il n'y a pas si longtemps que ça. Hmm. Donc quand on bosse ensemble avec un CEO, un fondateur, parce que ça touche aussi beaucoup plus la CEO et les fondateurs, je reviendrai dessus, c'est que bah, justement on fait un constat. Dans telle situation, finalement, comment tu t'es comporté? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'ai procrastiné, j'ai surpréparé. Premier indice, on sait qu'on est pas loin Hmm. du truc. Derrière, comment tu as géré la réussite? Parce que souvent, bah, en fait, on passe quand même malgré tout, on finit par aboutir au truc. Ok, la réussite, attribution de la réussite, c'est soit à la notion de chance, soit la notion, mais c'est parce que, je vais être un peu vulgaire, c'est parce que j'en ai chié. Hmm. Ok, L'imposteur fonctionne comme ça, chance ou effort. ok. Et après, on se dénigre. Finalement, je suis pas si bon que ça, tu vois. C'est les conditions extérieures qui Hmm. font que. Et donc là, on a nourri le cercle de l'imposteur. Et donc, il y a déjà cette étape de constat. Cette étape de constat, ok, j'ai pas conscientisé que je fonctionne, c'est vrai, assez souvent de cette manière-là. Comment je fais pour y travailler? On va travailler sur le volet procrastination. Procrastination, bah, finalement, comment on concentre notre attention? Le côté Hmm. surpréparation, on a droit aussi de pousser des posts LinkedIn qui vont être des MVP, tu vois, des trucs un peu brouillons, qui sont pas parfaits, ils sont un peu en mode dégradé, mais l'important c'est de récolter de la data Hmm. et d'appuyer très vite sur le bouton publier.
Je prends Hmm. l'exemple de LinkedIn, mais c'est valable pour toute autre chose dans la vie d'un entrepreneur, hein. Donc c'est juste de se dire, OK, on se pose moins de questions, on essaye, on teste, on voit ce que ça raconte. Et aussi, on va travailler sur les valeurs, parce qu'à un moment donné, ça veut dire que tes valeurs, elles sont pas bien connues, pas bien incarnées. C'est hyper important de travailler sur les valeurs, mais aussi sur les croyances. Les Hmm. croyances, c'est avec quelles lunettes je vois le monde. Hmm. Comment je vois le monde à ma sauce. Ok, je pense que le monde est rempli soit de gentils, soit de méchants. Bah, donc forcément, mes valeurs, elles vont pas être les mêmes. Donc il y a un travail à la fois de déconstruction des Hmm. croyances et de construction de nouvelles croyances. À partir du moment où tu as fait ce travail-là, ta légitimité, tu vas te poser un peu moins de questions. Pour autant, on reste des imposteurs, ou du moins on reste avec ce sentiment d'imposture tout au long de notre vie. Euh, Chercher à l'éradiquer, c'est un voyage aller sans retour, ça marche pas. Vouloir éradiquer le syndrome de l'imposteur. Il faut chercher à l'apprivoiser. Hmm. Euh, c'est plus un signal quelque part qui nous dit, OK, il y a un besoin d'excellence et on va pas le confondre avec de la perfection. Donc, il ne disparaît jamais. Hmm. On travaille sur les croyances, sur les valeurs. Tu vois, c'est un travail vraiment au long cours et surtout, ça touche les plus experts. Et ça, on s'en rend pas compte. Parce qu'on parle d'imposteurs. Donc, on pense à des personnes qui ne sont pas légitimes par nature. Des nuls, si je dois dire. Bah, bien Et en sûr, fait, ouais. c'est pas ça du tout. C'est que plus on devient bon dans ce qu'on fait, plus le sentiment d'imposture est grand. Parce que on se Hmm. rend compte à quel point euh, on ne sait pas. Tu vois, je sais que je ne Parce sais que je ne pas. sais rien. Hmm. Tu vois, donc le sentiment d'imposture, il ne fait que de grandir, ce syndrome. Donc il faut arriver ouais, à l'apprivoiser, à l'amadouer, et finalement, à un moment donné, se dire, ouais, il fait partie de moi et tout va bien. Et t'as plein d'imposteurs hyper célèbres. Plein, plein. Je pense que, comme tu dis, en tout cas, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, comment ça fait écho le syndrome de l'imposteur chez mes clients et chez moi, c'est vraiment, tu vois, un peu cette peur d'avancer, peur de. Les cas concrets que j'ai souvent, c'est j'ai peur de me lancer sur LinkedIn, j'ai peur d'être dans une posture où je propose mes offres, j'ai peur de faire une première conférence, j'ai peur de faire mon premier podcast. Donc, c'est souvent des choses, moi, j'ai remarqué que des choses importantes qu'on a envie de faire, mais il y a de la peur parce qu'il y a de l'appréhension. Parce Mm. qu'on va se dire qu'on se sent pas légitime. La réalité, c'est juste que c'est la première fois souvent et que c'est un petit challenge. Il y a la peur qui est là. Et cette peur, pour ceux qui bloquent un petit peu, plutôt que juste accepter qu'elle est là, l'accueillir, et de se dire, OK, j'y vais quand même, c'est en fait, je mentalise cette peur. Et je me dis, ah OK, bah, pourquoi j'ai cette peur? Peut-être que je suis pas légitime, blablabla. Et nourrir en fait cette histoire en continu fait qu'en fait après on se bloque totalement et après on se dit ah bah en fait j'ai un syndrome de l'imposteur. Ah bah ok, en fait il faut que je traite mon syndrome de l'imposteur sinon je pourrais pas du tout faire ça avant. Moi je le vois souvent comme ça et je pense que j'en parle souvent aussi, c'est qu'il y avait une conférence, un TED Talk que j'avais adoré à l'époque de Tim Ferriss qui parlait de la peur justement et lui il disait que souvent ses objectifs il les fixait en rapport avec les choses qui lui faisaient peur et qui disait que c'était des très bons indicateurs des choses qui étaient à explorer. Parce que souvent, là où il y a de la peur, c'est des choses qui sont importantes pour nous, et ça nous fait peur parce que c'est important, tu vois. Complètement. Et toujours, je trouve que la peur, en fait, c'est qu'on a une mauvaise image de la peur, parce qu'effectivement, des fois, il y a des peurs. Ah bah, il y a une voiture qui passe devant moi, j'ai pas envie de me faire écraser, c'est une réaction de réflexe de survie. Mais la plupart des peurs qu'on a aujourd'hui, elles sont pas de l'ordre de la survie, elles sont de l'ordre, en fait, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ça me fait un peu flipper parce que c'est la première fois que je le fais. Qu'est-ce que vont penser les autres de moi? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que... nanana. Mais souvent, c'est des bonnes choses parce que les choses, au final, pour lesquelles on a très peu, on n'accorde pas d'importance, on va pas vraiment avoir de peur, on le fait, ok, bon, c'est fait, je l'ai fait. Et donc, je trouve que c'est un bon indicateur aussi, tu vois, cette peur. Moi, souvent, quand je me dis, ah bah ça me fait peur,
D'accord, bah ok, c'est peut-être que c'est important. Et si je sens que la peur, elle est trop présente, c'est peut-être qu'il faut que je décortique, il y a peut-être un pas avant à faire. Je prends souvent l'exemple parce que ça m'est arrivé dans mon cas. Quand j'ai démarré mon activité de coaching il y a quelques années, j'ai d'abord commencé par du coaching individuel. Les premiers coachings individuels, forcément, il y avait de la peur qui était là. Bah, c'est les premiers. Qui suis-je pour faire ça? Est-ce que je vais vraiment aider les gens? Blablabla, blabla. Ok, j'accompagne 5 premières personnes, c'est des bêta-testeurs. Ça se passe bien. Je me sens plus légitime, je vois la valeur de ce que je fais. Ok, je commence à avoir des clients payants. Donc là, il y a un nouveau facteur dans ma tête. En plus, ils payent. Waouh, est-ce qu'en plus, c'est un sacré montant, ta, ta, ta. Ok, j'en accompagne 5, je comprends la valeur que je peux apporter. Derrière, je passe sur l'autre prochain challenge, accompagner des groupes. Ça commence à faire peur. Là, il y a plusieurs personnes en même temps. Est-ce que je vais y arriver? Ok, je le fais une fois, 2 fois, 3 fois. Ça se passe bien. Et en fait, toi, moi, j'aime bien aussi cette idée de décortiquer des fois quand il faut, quand il y a trop de peur. Parce que c'est sûr que ça peut être un peu difficile de se dire, demain, du jour au lendemain, je fais une conférence devant 10 000 personnes alors que j'ai jamais fait de conférence. Tu vois? Donc il y a aussi une histoire de dosage. Et moi, j'aime bien cette progressivité dans l'action pour monter aussi, en se sentir plus compétent, légitime. Je crois vraiment à cette idée qu'en fait, c'est le passage à l'action qui amène la confiance dans ce qu'on fait. Ouais, totalement. C'est à la fois une histoire de ouais, d'échelle et de granularité, tu vois? Ouais. Hem, pour reboucler sur ce que tu dis, j'aime bien dire à mes clients quand ils me disent: «Ouais, là, je sens que c'est de la peur», je dis: «Mais c'est cool parce que la peur est un moteur». Hmm. Et il y a toujours un moment, où c'est dit: «La peur est un moteur, comment ça?» «Bah, non, en fait, ça me bloque». «Non, ça te bloque pas, ça te met en posture de: "OK, il y a un truc à traiter, il y a un message à aller capter"». Les émotions, c'est toujours des elles sont toujours c'est des messagères, hein, les émotions. C'est Hmm. pas, c'est rien d'autre que ça. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se poser dessus, tout simplement. Et puis, sur le syndrome de l'imposteur, sur les types de peurs, c'est finalement une peur de s'exposer. Aujourd'hui, à notre époque, hein, le syndrome de l'imposteur, il a évolué depuis les années 70. On l'a découvert en 78. Tu imagines bien que les formes ont évolué. Au départ, c'était très focus sur les femmes. Ok. Et au fur et à mesure du temps, bah, bien évidemment que ces messieurs ont aussi été touchés. Simplement, bah, ils ne le disaient pas par, on pourrait dire, Hmm. virilité mal placée. Hmm. Donc aujourd'hui, bah, cette peur de cette exposition, elle prend souvent 2 visages. Un visage qui est très connu, la peur de l'échec. Deuxième, qui est plus inconscient et qu'on oublie souvent, c'est la peur de réussir. Hmm. Les vraies victimes du syndrome de l'imposteur, souvent, elles ont peur de réussir parce que, je vais devoir assumer derrière. Tu vois? Il y a vraiment ça, les responsabilités, comment je vais faire? Bah, OK, oui, bah, mais si je cartonne, je fais comment? Donc il y a un côté un peu inconscient sur, Hmm. petite zone de confort, je suis bien là, je suis au chaud. Hyper intéressant. C'est vrai que c'est vrai que tu as raison. On parle souvent de la peur de l'échec. Enfin, en tout cas, moi, je le vois beaucoup plus. Mais c'est vrai que la peur de réussir, c'est aussi un truc que j'ai observé chez certaines personnes. Euh, comment est-ce que du coup, c'est avec la même approche que tu traites ça, que tu abordes le problème comme ce que tu disais tout à l'heure, ou est-ce que tu vois un peu, tu amènes le problème différemment? Là, tu vas travailler sur beaucoup de projections, hein, vraiment sur, Hmm. beaucoup de travail de PNL, travailler avec des niveaux logiques, des choses comme ça, où finalement, on se projette dans la situation. On imagine, tu fais l'ascension de cette montagne, qui est ton objectif, Hmm. actuel, tu as telle tâche à accomplir, tu montes, tu montes, tu montes, il y a qui, il y a quoi, c'est quand, Hmm. qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens? Et puis après, tu as la redescente de cette montagne. Ça, c'est un des exercices qui est très connu, hein. Ok. Et ça permet justement de se dire: «OK, là, on vient de se le projeter ensemble, comment est-ce que, tu t'imagines le mettre en pratique?» Hmm. Une fois que tu as mis de l'essence dans le moteur pour contrecarrer cette peur à travers cet exercice, derrière, et ben tu te retrouves à: «Ah ouais, alors je peux faire ça, là aussi je veux faire ça et puis, je peux contacter», donc voilà, derrière tu as, généré de la motivation
Et derrière, c'est de l'action et la peur est devenue vraiment motrice. Hmm. Ok, ultra intéressant. J'aimerais t'amener, pardon, j'aimerais t'amener, je me suis noté quelques questions. Vas-y. Je regarde lesquelles je t'ai pas posées. Parce que tu sais, c'est toujours quand tu es dans l'exercice du podcasteur, tu es à la fois pleinement présent à l'autre et tu regardes un peu tes questions. Tu dis, ah ok, mais j'ai envie de l'écouter quand même. Donc là, je prends le temps de regarder ma feuille. Euh, Ça, on en a parlé. Quelles sont, toi, peut-être les plus grandes erreurs que tu as faites quand tu as démarré ton activité de coaching? Les plus grandes erreurs, c'est une bonne question. Peut-être les choses que tu ferais différemment avec du recul. Je vais reboucler sur l'échange que j'avais ce matin. Tout à l'heure, je disais que j'ai échangé avec un coach en devenir. Et finalement, je lui parlais d'une chose qui pour moi est hyper importante. C'est de très vite s'entourer de personnes vraiment référentes au niveau du métier de coach. Donc Hmm. ça revient à l'idée d'être supervisé. Quand on est coach pro, on est supervisé. D'avoir des business partners ou des business friends, tu vois, avec qui tu Hmm. t'échanges quasi tous les jours. Je passe un coucou à Dimitri Destwinder, qui est un coach avec qui j'échange très souvent. Et on se challenge beaucoup et on se motive aussi beaucoup. Donc très tôt, c'est tu vois, de démarrer comme ça. Moi, je l'ai pas fait au tout Hmm. départ et je pense que j'aurais pu aller plus vite et être moins dans un caractère très obsessionnel de mon entreprise. Hmm. Et aussi sur le côté marketing, tu vois, le côté marketing. euh, Si vous vous lancez dans le coaching et que vous sentez que vous êtes moyen au niveau entreprise, entrepreneur, euh, mettez un petit billet clairement sur le fait de vous faire Hmm. accompagner quoi, par une référence. Je pense que ça a été une erreur, tu vois, de ma part au tout début, même si j'ai fait encore une fois une transition douce. Mais je pense que Hmm. j'aurais pu, quelques années plus tard, accélérer et passer moins de temps, tu vois, sur des sujets où j'étais moins en posture de coach. Hmm. Euh, et puis, non, parmi les autres erreurs qui me viennent là comme ça, c'est de quitter assez vite le monde du développement personnel. Alors, Hmm. c'est étonnant, tu vois, Intéressant, je veux bien que tu développes ça. tu Hmm. vois entendre un coach dire ça. Quand je parle de développement personnel, je critique pas la beauté de cette thématique, mais plutôt de l'usage qu'on en fait aujourd'hui, qui prend énormément de raccourcis et qui parfois viennent un peu nous pourrir quand même dans notre pratique de coaching, où on est dans des méthodes, on est dans des choses qui sont ouais, des raccourcis qui finalement viennent nourrir la problématique de la personne. Fonctionnez peut-être un peu plus à l'intuition aussi, hein. Vous continuez à vous faire superviser, etc. Mais oui, sortez du développement personnel en vous disant, allez, je vais lire tous les bouquins sur le sujet dans l'année, etc. Il y a beaucoup de bêtises, notamment, moi j'ai un des combats sur le côté neurosciences. Je suis aussi prof de neurosciences pour des élèves en école de commerce. Et il y a un truc qui me rend dingue, c'est toutes ces histoires autour du cerveau reptilien. Euh, Si vous écoutez de manière attentive, retenez bien ça, le cerveau reptilien n'existe pas. Ça fait partie de ces neuromythes. Il y a une foule de neuromythes autour de tout ça, et en fait, ça nous pousse à créer des espèces de fonctionnements comme ça, un peu ouais, mentaux, mais Hmm. on fonctionne pas comme ça. Le cerveau reptilien n'existe pas, l'effet Mozart, le 1% qu'on utiliserait, machin. Ça, c'est des choses qui sont fausses. Et moi, je l'avoue, hein, parmi les erreurs, au tout début, j'étais à fond dans ces lectures-là. Et en creusant le sujet, je me suis aperçu que j'avais distillé des conneries auprès de mes clients. Et donc, je suis revenu en arrière après auprès de mes clients en disant, écoutez, petit correctif, erratum, ce que je vous ai dit là, sur quoi on a bossé, on va le voir autrement parce que c'est pas vrai. Et en fait, ça fait partie de Hmm. la culture populaire aujourd'hui. C'est Est-ce que devenu un truc. est-ce que t'as un exemple, peut-être pour les gens qui connaissent pas du tout les neuromythes, etc. Moi, je t'avoue que tu m'en avais parlé un peu en off.
Mais est-ce que Ouais. tu as un exemple très concret, peut-être, autour des neurosciences, de peut-être une pratique que tu as avant, et avec du recul, tu te dis, en fait, ça n'a aucun sens, et j'ai totalement fait évoluer ma pratique autour de ça. Le premier que j'évoquais là, tu vois, ce côté cerveau reptilien, ça c'est MacLean, je crois que c'est en 68, Ouais. qui était un chercheur. En fait, il a émis une hypothèse, et cette hypothèse, il en a fait un bouquin, en disant, notre cerveau, il a évolué au fil des millions d'années, couche par couche. Un premier cerveau qui est le reptilien, et puis après, il y en a eu un autre, et puis après un autre. Mhm. 3 couches comme ça. Et qui fait qu'aujourd'hui, on est devenu cet être humain qui sait avoir une conscience, si je résume vite. Mhm. Et en fait, tu peux être amené à faire travailler tes clients sur des réflexes dits reptiliens. Tout ce qui est un peu plus grégaire, tu vois, manger, dormir, tous ces besoins primitifs. Et en fait, tu t'aperçois que bah, ça sert à rien de travailler sur une partie typique du cerveau, puisque le cerveau, aujourd'hui, on le sait que de la recherche, à partir du moment où il y a une info qui arrive, tu as tout le cerveau qui est mobilisé, Mhm. D'accord, concrètement. ok. Donc, ces histoires tu vois, de reptiliens, de mammaliens pour les émotions, aujourd'hui, on sait que c'est faux, quoi. Il y a énormément de choses, donc à débunker, c'est pas facile parce que tu as aussi tu vois, des films comme le film Lucie de Luc Besson. Mhm. On se rappelle de ce film-là, voilà, elle se met à utiliser plus de 100% de son cerveau. Mais en fait, le truc, c'est pas qu'on n'utilise que très peu, un très faible pourcentage. C'est que l'imagerie aujourd'hui, elle ne permet pas de savoir quel pourcent on utilise. Mhm. Très clair. Ok. Ok. Par rapport à ton point sur le développement personnel, quelles sont peut-être les idées contre lesquelles tu, entre guillemets, t'opposes, hein. Je ne sais pas si le terme est aussi fort que ça, mais quelles sont les grandes convictions que tu as et qui vont à l'encontre un peu de ce que tu as l'habitude de lire? On a parlé de pas mal de neurosciences, mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que tu remets en question? Euh, pour moi, le développement personnel aujourd'hui, ce qui m'embête beaucoup, c'est ce côté raccourci, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, notre époque, elle a besoin de nuances. Il suffit d'allumer la télé, je crois qu'on a tous compris. Et en fait, cette nuance, même le développement personnel, aujourd'hui, il met un peu son mouchoir dessus parce qu'on veut travailler sur du... Je veux savoir comment, tout de suite. Tu vois, comment je veux l'actionnable, tout de suite. Hmm. Euh, alors que il y a quand même un mix, on en parlait sur l'introspection et l'action. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pas pour autant qu'il faut prendre des raccourcis. Donc, ouais, tu vois, je te répondrais assez... euh, je résumerai là-dessus, tu vois, sur ce côté vraiment de Hmm. nuance. Pour Ok. moi, c'est vraiment ça sur quoi je Hmm. milite plus. Et aussi un côté un peu rébellion, quoi, les coachs. Soyez pas dans une approche gnangnan, complaisante, parce que, en fait, vous faites du mal. Tu Ouais. vois, il y a ce côté-là. Il y a de l'éthique, il y a de la déontologie. Hier encore, je lisais un post d'une dame dans mon feed sur LinkedIn qui expliquait qu'elle avait payé, je crois, 2000 ou 3000 euros. Elle assiste au séminaire coaching et elle dit, mais je suis reparti avec rien. Et en fait, même le coach en direct a dit, mais de toute façon, vous me suivez tous les jours, je vous donne déjà assez de valeur. Donc, en gros, il faisait payer son parcours à un moment donné pour le voir. Et les commentaires étaient assez dingues. Tout le monde disait, ouais, j'y ai assisté, c'est une honte, c'est pareil, etc. Donc, à un moment donné, ce côté de développement personnel qui est en train de... Il y a peut-être une bulle hein, qui va éclater à un moment donné. On doit veiller à ça. Je pense qu'il y a un vrai combat à porter sur le rayonnement du coaching au sens large. Hmm. Je suis assez d'accord avec toi. Deux points qui me viennent, c'est par rapport au développement personnel, pour avoir aussi été dedans depuis un petit moment, comprendre aussi que la transformation, elle part de l'intérieur et pas de l'extérieur, de la nouvelle méthode que je vais trouver, cette tendance à vouloir accumuler des nouvelles méthodes, des nouveaux outils. Et en fait, c'est un peu cette quête insatiable de développement personnel
elle a un challenge, c'est qu'en fait, on pense qu'on n'est pas complet là tout de suite, qu'il manque un truc. Alors qu'en fait, tout est déjà là. On est déjà parfait, on est déjà complet. C'est juste que on se laisse pas le temps, on veut pas regarder à l'intérieur que tout est déjà là sous nos yeux. Et ça, c'est le gros challenge, je pense, du développement personnel, c'est qu'on, tu sais, cette approche un peu, je pense, qui était pendant longtemps le cas, très tournée vers l'extérieur, que c'est à travers cet outil, cette méthode qu'on va résoudre tous nos problèmes. Et du coup, c'est focaliser toute notre attention sur l'externe plutôt que, ok, revenir à l'intérieur de moi et essayer de, tu sais, je sais pas le terme, mais d'incarner un peu la puissance qu'on a et prendre le temps de ralentir. C'est le premier point qui me vient. Le deuxième point qui me vient, que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est cette idée que, tu vois, le coach est à la fois autant bienveillant que challengeant, tu vois. Et ça, euh, je pense que pour discuter avec beaucoup de coachs accompagnants au quotidien, et quand je me fais une rétrospective de moi à mes débuts du coaching, je vois à quel point je pense que beaucoup de coachs ont besoin d'intégrer ça à un niveau profond, quitte à déplaire, quitte à passer peut-être pour quelqu'un de peut-être assertif, tu vois. Mais je pense qu'il y a une vraie valeur, en fait, comme tu disais, à challenger la pensée de nos clients, à challenger la pensée de nos prospects, à faire des posts aussi sur les réseaux qui viennent titiller un peu. Parce qu'en fait, si on fait que caresser dans le sens du poil les gens, bah, en fait, ils vont pas beaucoup bouger. En fait, notre job, c'est d'aider les gens à voir, avoir une perspective différente, à changer de lunettes, comme tu disais. Mm. Et je pense qu'il y a, alors, je sais pas comment, alors, je sais pas si c'est le côté francophone. J'ai l'impression que moi, beaucoup de mes inspirations pour le coaching, je lis tout en anglais, donc c'est très anglo-saxon. Et j'ai l'impression qu'ils ont plus tu vois, ce truc-là de challenger un peu plus autant que bienveillance. En France, je trouve qu'il y a un côté un peu doux qu'il faut, qui est bien, mais qui est des fois un peu trop doux. En fait, du coup, ça ne bouge pas beaucoup. Je sais pas si toi, tu as une perception de ça, peut-être par rapport au marché du coaching aussi. Est-ce que tu vois des différentes tendances en fonction des pays, en fonction des cultures? Je trouve que effectivement aux États-Unis, je suis toujours connecté. Pareil, je regarde toujours ce qui se passe là-bas. Ils sont toujours en avance, hein, ça c'est, on le sait. Euh, mais pour notre caractère finalement assez latin, ils sont, je trouve, trop challengeants. Il y a une espèce d'excès. Hmm, Euh, hmm, ils sont très forts sur le fait d'être très directs, ok. Mais en fait, de quoi on se parle? On se parle de l'empathie là. hmm, L'empathie, c'est pas de la compassion, c'est pas de la sympathie, tu vois, on n'est pas dans je fais pour toi ou je souffre pour toi. L'empathie, tu ouvres un dictionnaire, la définition, elle est pas bonne en fait. Si vous ouvrez, regardez, vous allez voir le verbe qui va avec l'empathie, c'est comprendre. Je cherche à comprendre. Donc comment je hmm, vais chercher à comprendre? C'est je vais te questionner. Je vais te questionner. Finalement, je te pose les bonnes questions pour que tu trouves tes propres bonnes réponses. hmm, Et tu questionnes avec des questions qui sont jamais jugeantes. Tu vois, tu vas jamais utiliser du pourquoi. Pourquoi t'en es là? Pourquoi t'as fait ça? Ça, hmm, t'oublies. C'est qu'est-ce qui fait que? Comment est-ce que ça pourrait? C'est décortiquer les problématiques et les sorties. hmm. Donc vraiment, l'empathie, c'est ça l'objectif aujourd'hui. L'empathie, tu peux être challengeant, Bien tu peux sûr. poser des questions puissantes et tu restes dans la bienveillance. T'es pas du tout dans une provocation, tu cherches pas à faire de la peine ou faire du mal à la personne, pas du tout. C'est de se dire, ok, tu m'as embauché pour atteindre un objectif, on va y aller, on va aller chercher vraiment les bonnes réponses, même dans les endroits où ça pique un peu, parfois. Mais je suis aussi Hmm, là pour te soutenir. Donc, émotionnellement, il y a aussi un soutien de la part du coach. Tu vois, donc c'est ça, c'est un ensemble de choses. Oui, oui, c'est challengeant. Oui, c'est bienveillant. C'est un jeu d'équilibre en permanence. On parle d'écologie de la personne. On est hmm, toujours en train de veiller à son équilibre en permanence. hmm.
Super intéressant. Super intéressant. Je, J'aime bien la nuance que tu amènes aussi par rapport au côté anglo-saxon et latin. Je pense que tu as raison. On a des petites différences culturelles qui sont intéressantes. Je m'étais noté dans mes petites questions. euh, J'aimerais qu'on aborde un petit peu le futur du coaching, parce que ça bouge beaucoup. C'est un marché qui va très vite. Il y a de plus en plus de coachs sur le marché. La barrière à l'entrée est, entre guillemets, assez basse. Il y a assez, entre guillemets, tout le monde ne réussit pas à vivre du coaching, tu vois. Il y a plein de gens qui font ça pour eux-mêmes. Certains font ça par passion. Comment est-ce que toi, tu vois évoluer le marché du coaching d'ici les prochaines années? Quelles sont un peu les évolutions que tu attends de voir ou tes prévisions? Même des prédictions. Prédictions. Dis-nous tout avec ta boule magique. Ouais, c'est ça. Sortir la boule de cristal. C'est ça. Euh, En tout cas, c'est un sujet, moi, que j'adore. J'adore vraiment parce que forcément, quand tu bosses avec des fondateurs et des CEO, tu bosses toujours sur l'avenir. Euh, et, euh, et je vois en ce moment circuler, c'est vraiment en train de monter en puissance, euh, ce débat entre les pros et les anti-IA, Hmm, notamment dans la création de contenu. En gros, c'est bien ou c'est pas bien. J'ai presque envie de dire, ok, je vous laisse à ce débat, parce que de toute façon, ça va se faire, les gars. bien sûr. Donc, c'est déjà en train de se faire. Regardez simplement le moment où, c'était il y a, je crois, il y a 2 mois, un truc comme ça, ChatGPT est tombé en panne, et étrangement, il y avait moins d'activité sur LinkedIn. Comme c'est bizarre. Donc, et je critique pas. En fait, je fais pas partie des gens qui vont te dire c'est pas bien Bien d'utiliser sûr. l'IA. L'IA, c'est un outil. Donc, simplement, si tu fais que copier et coller ce que ça te donne avec une seule réponse, bah, c'est de la fainéantise intellectuelle. Hmm, Aujourd'hui, tu peux faire plein de choses avec l'IA. Moi, je m'en sers pas beaucoup dans ma création de contenu, mais pour challenger, par exemple, mon positionnement, mes réflexions, quand je construis des formations, beaucoup sur le mode objection, et puis me dire, tiens, est-ce que j'ai oublié des trucs? hmm, Voilà. Ça, je peux m'en servir. Et tu peux créer aujourd'hui des agents IA qui sont incroyables, hein, qui peuvent vraiment faire des choses de dingue. Et, et quoi qu'on en pense, on y est déjà, et bien encore, on est sûr. au balbutiement, et donc ça va évoluer. Après, concernant l'IA dans le monde du coaching, Hmm, le débat, il est encore un peu plus vif, je trouve, parce que tu touches vraiment à ce qui fait que les gens sont passionnés, tu vois. Euh, c'est des vraies vocations. Quand tu es coach, bah, bien sûr. 90% Hmm, du temps, c'est parce que tu aimes profondément les gens et tu aimes le rapport humain. Et donc, l'idée qu'un jour une IA puisse prendre le pas sur la relation, sur l'empathie, tu as ceux qui te disent ça ne pourra jamais remplacer, et d'autres, je suis un peu plus de ce côté-là en disant je suis pas sûr qu'à un moment donné, on puisse pas avoir des IA qui soient extrêmement poussées et qui soient extrêmement empathiques. Euh, je pense qu'il y aura un espèce de hmm, marché entre les deux. bien Euh, sûr. Tu euh, l'utilises des fois, toi, en coaching, en tant que coach, est-ce que tu utilises des fois non. l'IA peut-être pour, pas forcément dans tes coachings, mais en amont, en après séance de coaching? Alors, en ce qui concerne le coaching, non. Vraiment, avant, pendant, après, jamais. Tu vois, j'ai à l'ancienne, j'ai mon carnet, ou alors Hmm, des fois, de temps en temps, je mets au propre sur Notion, et comme ça, j'ai mon petit bilan, et puis j'envoie un message sur WhatsApp. Je fonctionne aussi beaucoup sur WhatsApp, tu vois, une fois qu'on a fait notre séance, en disant, allez, on a vu ça aujourd'hui, next step, mise en hmm, action, ça sera ça. Mais tu vois, je suis plus sur de l'intuition, plus sur de choses là, et je construis plus à chaud, tu vois, en fonction de mes notes. Et derrière, on avance. Mais là, ça me dérangerait, tu vois, de me dire, hmm, j'utilise l'IA pour trouver les bonnes questions à trouver à mon coaché. Oh, hmm, là, mon Dieu, hmm, je dormirai pas la nuit, quoi. hmm. Et Mais
Est-ce que tu t'as déjà joué avec l'IA pour te faire coacher? Ça a dû m'arriver de le challenger pour voir ce que ça valait, tu vois. Mm. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'avec les versions actuelles, tu prends un chat GPT là, sur la toute dernière version, là, je crois que c'est la 0.1. Je suis pas assez geek pour t'en parler sur Mm. le fond, mais c'est extrêmement rapide, extrêmement intelligent. Mm. On n'en est pas encore au stade de l'intelligence humaine, mais euh, il y a de la pertinence qui va faire que de grimper. Enfin, faut pas se leurrer. Il faudra arriver à surfer sur la vague. Tu le disais tout à l'heure, tu vois, cette image surfer sur la vague. On est clairement là aujourd'hui. Faisons en sorte de l'apprivoiser tranquillement, Mm. de faire avec, d'apprendre avec l'IA, parce que à un moment donné, elle ira plus vite que nous. C'est la première invention dans l'histoire de l'humanité qui Mm. va nous dépasser. Affaire à suivre. C'est c'est clair, c'est clair. Et moi, j'aime bien, je te rejoins. Je pense que c'est surfer la vague de l'IA. Et après, moi, j'aime bien l'utiliser comme soit un assistant, vraiment qui va m'aider sur des tâches, soit un peu de bas niveau. Je te donne un exemple très concret. J'enregistre un épisode de podcast, j'ai un transcript du texte, je lui demande de faire un récap, et à partir de ça, je vais créer mon post LinkedIn. Typiquement, ces trucs, avant, ça m'aurait pris beaucoup de temps. Ça m'aide. Typiquement, je l'utilise un peu comme toi pour challenger, pour aller plus loin comme un coach. Presque, en fait, j'ai écrit ce texte LinkedIn. Soit, en fait, tu vas juste corriger les fautes. Soit, est-ce que tu peux me challenger? Peut-être est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Ça m'aide des fois. Après, pour le coaching, moi, je trouve que je l'utilise des fois comme mon propre coach sur certains points. Hmm. Et je trouve qu'il est pertinent si et seulement si tu lui donnes une identité très spécifique. Euh, et du coup, je trouve que c'est intéressant. Tu vois, si par exemple, tu as des coachs tu as des coachs qui sont bien connus, qui ont écrit pas mal de livres, où Internet est bourré de leurs méthodes, leurs principes, etc. Et si tu l'utilises pour te challenger des fois sur une décision à prendre, sur une idée que tu veux développer, si tu lui as donné une bonne identité et tu sais que c'est un coach où tu apprécies la valeur, je trouve que c'est intéressant parce que, évidemment, il n'aura pas le côté intuition, émotionnel, etc. Par contre, je trouve que sait aujourd'hui, à travers les mots que tu utilises, tu vas percevoir aussi bah, quel mot tu utilises, du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement si tu utilises ce mot-là? C'est qu'il n'y a pas. Tu vois, nos mots créent notre réalité, en réalité. Tu vois? Donc, je trouve que c'est intéressant. Et je pense que l'avenir aussi, peut-être, va nous amener en tant que coach à potentiellement peut-être l'utiliser en complément d'un coaching. Tu vois? Je ne sais pas encore de quelle manière, mais en tout cas, moi, de mon usage perso, je sens qu'il y a des trucs intéressants qui sont en train de se créer autour de ça. Euh, j'avais vu aussi une initiative qui était dans le domaine de l'écriture que j'avais trouvé ultra pertinente. Un auteur français de référence, je sais plus son nom, mais il a écrit L'île au gaucher, et qui avait créé une IA spécifique pour les écrivains. Et l'idée, c'était pas l'IA qui allait écrire pour eux, mais en fait, c'était l'IA allait devenir leur propre assistant coach d'écriture pour aider à sortir la moelle, la substance de ce qu'ils ont vraiment envie de sortir de leur trip. Tu vois? Et Hmm. je trouvais que c'était vachement intéressant. Du coup, l'IA est dans un processus de questionnement et t'aide à en fait faire émerger des questions. Je pense aujourd'hui que l'IA va jamais remplacer le milieu du coaching. Par contre, je pense que c'est une formidable opportunité en fait pour des fois l'utiliser de façon, tu vois, intelligente sur des petits scénarios en tant que coach. Et je pense aussi que de plus en plus de personnes vont se poser des questions, peut-être grâce à ChatGPT. Et du coup, vu qu'il y a une partie du boulot qui va être automatisée par l'IA, peut-être que les gens auront plus de temps pour se poser des questions et du coup, plus de questionnements amènent peut-être aussi des nouveaux projets, amènent peut-être aussi des moments où on a moins de clarté sur ce qu'on fait. Et du coup, en fait, je pense que ça va bénéficier au monde du coaching aussi, indirectement. Je ne sais pas si tu partages un peu cette idée-là. Oui, je suis juste un peu plus. Je mets un petit bémol sur le jamais que tu disais, ça remplacera jamais un coach.
je pense qu'on ne le verra pas, mais je pense qu'à un moment donné, l'IA Oui, sera en capacité. Enfin, clairement, ça sera. On ouais, n'y est oui. pas encore et je ne pense pas que ça aille aussi vite qu'on peut l'imaginer, hein. On n'est pas, c'est pas Skynet, Terminator, on va se déployer Hmm, en 2 secondes. Mais, euh, mais je crois que c'est Thomas Dansbourg qui est hmm, aujourd'hui auteur de livres autour de la CNV qui dit dans une de ses conférences, un jour il y aura des musées et on dira, bah voilà, ça c'était un thérapeute, ça mhm, c'était un psy, ça servait à... Voilà. Enfin, hmm, tu vois, je pense qu'à un moment donné, on y arrivera, on y est clairement pas, mais le côté très partenaire qui me challenge, je trouve ça bien pour l'IA aujourd'hui. Après, on fait peut-être erreur, peut-être qu'on est en train de donner, de tendre la main à quelque chose qui va nous desservir à un moment. Je n'ai pas une vision pessimiste de l'avenir à ce point-là. Ce qui me dérange le plus sur l'IA, c'est quand ça prend le pas sur le créatif. je suis d'accord. Euh, Tu vois, je trouve que on était dans une idée de se dire tout ce qui est chronophage, tout ce qui a faible valeur, on va le donner à l'IA. Et on se retrouve finalement avec des posts LinkedIn qui sont rédigés, on le voit, hein, le mot crucial, à une époque où, enfin, tous ces mots Hmm, euh, qui sont prémâchés par l'IA, on le voit à ces postes-là. Mais en fait, on est clairement en train de gâcher ce qui fait l'intelligence humaine. Donc, c'est bien de faire l'effort intellectuel de s'en servir, mais à raison et hmm, vraiment en challengeant vraiment. Et puis, euh, l'IA peut écrire ce que vous avez envie d'écrire, mais à condition de bien définir le rôle, etc., comme tu le disais. Donc, c'est important, même pour mes coachés, quand ils me parlent de l'IA, on interroge le rapport à l'IA. Parce que justement, oui, ok, dans telle situation, tu as fait ça, tu as posé la question à ChatGPT, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu vois, vraiment. Et quand tu creuses, tu t'aperçois que c'est pas aussi juste que ChatGPT raconte. Donc, hmm. ça va au-delà de ça. Je suis d'accord et on en revient à les limites de l'IA. Je suis un peu comme toi, c'est si et seulement si ça ne nous déconnecte pas de notre créativité et de notre sagesse, intuition intérieure aussi. Parce que c'est un peu le risque, c'est que prendre pour argent comptant ce que ChatGPT te dit sans te questionner, est-ce que c'est juste pour moi ça? Est-ce que ça fait sens? Tu vois, c'est en fait de donner toute sa toute puissance à un algorithme, entre guillemets. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai travail sur se reconnecter à soi et savoir vraiment ce qui est juste pour nous, tout en sachant qu'on a tous des, entre guillemets, des pensées limitantes, des croyances limitantes, etc. Donc c'est là où c'est jamais noir ou blanc. On va peut-être finir là-dessus, tu sais, c'est jamais soit oui, tout noir, soit tout blanc. C'est l'utiliser avec juste mesure et savoir aussi, je pense, trouver une notion d'équilibre, tu vois, dans l'usage. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, Jean-François, aujourd'hui, que tu aurais voulu aborder? Non, non, je trouve que notre échange était riche, comme à chaque fois. Toujours un plaisir d'être à tes côtés et j'allais tirer le fil de ta pensée, tu vois, comme un beau sparring partner que je suis. Euh, Ça nous emmène à l'esprit critique, ce qu'on se raconte sur l'IA, Ouais. tu vois. Faire preuve d'esprit critique. ChatGPT, c'est quand même une boîte US. DeepSeek, c'est une boîte chinoise. Mhm. Mistral, made in France. Forcément, tous ces outils sont aussi positionnés politiquement et culturellement. Donc voilà, faire preuve aussi d'esprit critique et d'incarner aussi, tu vois, ce Mhm. changement, ce côté très vision que moi j'aime beaucoup, c'est Mhm. avoir conscience de ça. Le sens, c'est à la fois du bon sens et aller dans la bonne direction. Mhm. Je suis d'accord avec toi. Super. Est-ce que où est-ce que je redirige tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui résonnent particulièrement à ce que tu partages? LinkedIn principalement. LinkedIn? LinkedIn, vous me trouvez, hein, Jean-François Laurent. LinkedIn, j'ai aussi une newsletter qui s'appelle Je crois en toi, qui paraît tous les mercredis à 8 heures pétantes. Ok.
où voilà, on est sûr de l'actionnable et puis aussi des choses assez creusées. Si vous voulez une newsletter qui se lit en 30 secondes, passez votre chemin. Si vous avez 10 minutes à consacrer pour Mhm. voilà, vous poser sur un truc avec Mhm. un peu d'épaisseur, c'est le bon endroit. Et aussi du podcast. On a fait un épisode ensemble tout récemment. Je fais un peu pause là sur le podcast. Je me Ok. suis un peu mis dans le rouge, comme on dit. Et puis aussi, si vous avez envie de prendre rendez-vous pour échanger les MP sur LinkedIn, mais j'ai aussi Mhm. un Calendly que vous retrouvez sur mon profil. Super. Bah écoute, Jean-François, un grand merci pour ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Et puis, bah écoute, on continue nos échanges, on continue à rester en contact. Et bah écoute, on se dit à très bientôt. Merci Maurice, à très vite, salut. Ciao, ciao.